Camille Paredes se levait toujours avant l'aube. Le vieux réveil à remonter manuel que sa mère lui avait offert sonnait à 5 heures précises, mais elle était déjà debout depuis 4h30. Elle vivait dans une petite chambre sous les toits d'un immeuble dans le quartier de la colonie des Docteurs. Le toit fuyait quand il pleuvait, le poêle peinait à démarrer et l'eau chaude était un luxe qui, parfois, faisait défaut. Mais Camille ne se plaignait jamais, elle avait un but. Elle travaillait dans un café à Polanqué où les clients ne la regardaient même pas dans les yeux. Elle passait 3 heures en transport pour arriver à l'heure, toujours avec son uniforme bien repassé et ses cheveux attachés. Ses mains étaient marquées par le savon de la vaisselle et l'effort de porter des plateaux lourds. Mais malgré tout, Camille souriait. Elle cachait ses pourboires dans une petite boîte métallique sous son matelas. Son rêve était d'étudier la musique à l'université publique, chaque euro était un pas vers ce but. Parfois, après son service, elle nettoyait les tables au fond tout en l'observant, lui, assis toujours au même endroit, parlant au téléphone ou écrivant sur son ordinateur portable. L'homme en costume cher qui semblait vivre dans un autre monde. Édouard Sainte-Marie n'avait jamais échangé un mot avec elle, jusqu'au jour où il lui demanda un café, puis un autre, et ainsi tout commença. Édouard vivait dans une réalité opposée. Son appartement à Colline de Chapultepec avait des fenêtres du sol au plafond, 2 cuisines et un assistant personnel qui organisait même la couleur de ses cravates. Il était l'héritier d'un empire immobilier, habitué à conclure des affaires multimillionnaires depuis son Penthouse avec vue sur la ville. Sa routine était marquée par des réunions, des gardes du corps et des cocktails coûteux lors de dîners de luxe. Tout était sous contrôle jusqu'à ce qu'il rencontre Camille. Au début, ce fut de la curiosité, puis de la distraction, et enfin du désir. Elle était différente des femmes de son monde, elle ne le flattait pas, ne lui demandait rien, et son rire lui semblait étrangement réconfortant. Il commença à la chercher, à l'inviter à se promener après son service, à partager des silences qui n'avaient pas besoin d'explication. Camille tomba amoureuse, sans réserve. Lui, en revanche, ne comptait rien changer. Lorsque Camille lui annonça qu'elle était enceinte, Édouard ne réagit pas. Il ne dit rien pendant des secondes qui parurent des heures. Puis il se leva, prit son manteau et murmura qu'il avait besoin de temps pour réfléchir. Le même jour, en arrivant à son appartement, Béatrice, sa fiancée, l'attendait avec un verre de vin et une liste d'invités pour le mariage. Il fit semblant de sourire, fit semblant que tout allait bien. Pendant des semaines, Édouard évita Camille, ne répondit pas à ses messages et ne retourna pas au café. Elle, confuse et seule, poursuivit sa grossesse comme elle le pouvait, continuant de travailler jusqu'à ce que son corps ne tienne plus. Elle quitta le toit et se réfugia dans une pension bon marché. Le jour où les contractions arrivèrent, elle prit un taxi pour l'hôpital le plus proche. Elle mourut quelques heures après avoir donné naissance à 2 filles. Le médecin qui signa l'acte de décès ne savait à qui appeler. Parmi les quelques affaires de Camille, il y avait un numéro écrit sur un bout de serviette froissée. Il appela. La voix qui répondit était froide, tranchante, laissez-les là où personne ne pourra les trouver. Je m'en occupe. Raymond, le chauffeur de confiance d'Édouard, reçut l'ordre de récupérer les bébés. Il ne posa aucune question, mais intérieurement, quelque chose se brisa en lui. Il conduisait avec les petites qui pleuraient sur le siège arrière. Il se souvint de sa fille morte depuis des années. Il regarda la rivière, arrêta la voiture, descendit avec les filles emmaillotées dans des couvertures bon marché et pleura en silence. Il ne les jeta pas à l'eau, il ne pouvait pas. Au lieu de cela, il conduisit jusqu'à un quartier au sud de la ville, devant la grille rouillée de l'orphelinat Sainte-Espérance. Il déposa un panier avec les 2 filles, y plaça une note, elle s'appelle Anne et Isabelle, leur mère s'appelait Camille, prenez soin d'elle. Il sonna à la porte et disparut dans l'aube. À l'intérieur de l'orphelinat, une religieuse âgée ouvrit la porte, vit le panier, se pencha et ressentit une douleur dans la poitrine. Elle prit les filles, les porta à l'intérieur et murmura une prière. À des kilomètres de là, Édouard se regardait dans le miroir. Il avait des cernes, le col de sa chemise était froissé, et la conscience souillée par quelque chose qu'il ne pouvait effacer. Le mariage était dans une semaine,
rien ne devait mal se passer, personne ne devait savoir ce qu'il avait fait. Mais la rivière n'oublie jamais. Raymond ne put pas dormir cette nuit-là. Le ventilateur tournait lentement au plafond de sa chambre, produisant un bourdonnement constant qui, loin de le calmer, le rendait plus nerveux. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait les deux filles sur le siège arrière de la voiture, pleurant si fort qu'on aurait dit qu'elles manquaient d'air. Enroulées dans une couverture rose, l'une avait la peau à peine plus claire que l'autre. Toutes les deux avaient les poings serrés et le visage rouge. Elles étaient si petites qu'elles tenaient dans une seule boîte en carton qu'il avait lui-même soigneusement placée quelques heures plus tôt. Il avait reçu un appel d'Édouard. « Raymond, va à l'hôpital du centre, il y a quelque chose que j'ai besoin que tu fasses. Ne pose pas de questions. » Lorsqu'il arriva, une infirmière lui remit les filles sans poser beaucoup de questions, lui disant que la mère était morte en accouchant et qu'il n'y avait pas de famille. Raymond sentit un nœud dans la gorge en les voyant. Quel genre d'homme était son patron pour lui demander une telle chose? Mais il ne posa pas la question, pas à voix haute. Il monta dans la voiture, plaça les bébés avec soin sur le siège et commença à conduire. Le plan était clair, Édouard le lui avait dit sans le dire, laisse-les là où personne ne les trouvera. Raymond comprit, mais il ne put pas le faire. Pendant le trajet, il regardait sans cesse le rétroviseur. Les filles continuaient de pleurer avec une telle force qu'il ne comprenait pas comment des corps aussi fragiles pouvaient supporter cela. Il essayait de ne pas regarder, de ne pas sentir, mais quelque chose en lui, quelque chose de vieux, enterré depuis des années, se réveilla. Il se souvint de sa fille Laura, elle avait presque le même âge quand elle mourut d'une fièvre qu'on n'avait pas pu soigner à temps. Lui et sa femme ne s'étaient jamais remis complètement. Maintenant, il vivait seul dans une chambre louée à Xochimilco, sans personne pour lui parler, à part ce qui était strictement nécessaire. Et maintenant, il avait deux vies entre ses mains. Quel genre d'homme serait-il s'il les jetait dans une rivière? Il arrêta la voiture, était devant le canal où les lumières n'atteignaient pas l'eau. Le silence était total, on n'entendait que le murmure de l'eau et le son entrecoupé des pleurs des filles. Il ouvrit la porte, descendit avec la boîte dans les bras et resta là, immobile. Les larmes coulaient toutes seules. Il ne savait pas si c'était de la colère, de la peur ou de la douleur. Il retourna à la voiture. Il ne pouvait pas le faire. Il conduisit pendant près d'une heure jusqu'à un quartier au sud, devant la porte d'un bâtiment vieux, rouillé et couvert de graffitis. Raymond s'arrêta. « Maison Sainte-Espérance », disait un panneau tordu. Il descendit, plaça la boîte devant la porte, prit une couverture supplémentaire du coffre et les coucha bien. Il laissa une note écrite à la main avec des lettres maladroites. « Elle s'appelle Anne et Isabelle, leur mère s'appelait Camille, s'il vous plaît, prenez soin d'elle. » Il sonna à la porte, attendit quelques secondes. Lorsqu'il vit qu'une lumière s'allumait de l'autre côté, il courut jusqu'à la voiture, démarra le moteur et disparut dans la nuit. Par la fenêtre, une femme âgée ouvrit les yeux. C'était sœur Hélène. Elle descendit les escaliers, enveloppée dans sa robe de chambre. Les pas précipités, en ouvrant la porte, elle trouva la boîte, les pleurs, les couvertures et la note. Elle se pencha lentement, leva une des filles avec des bras fermes mais délicats, puis l'autre. Elle lut la note, ferma les yeux. « Merci, monsieur », murmura-t-elle et entra avec elle. Cette nuit-là, dans un manoir de l'autre côté de la ville, Édouard se servait un whisky, regardant par la fenêtre sans rien voir. Le mariage aurait lieu dans 6 jours, tout était prêt, tout devait se passer comme prévu. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Raymond n'avait pas suivi l'ordre et que le destin, tôt ou tard, trouve toujours son chemin. L'orphelinat Sainte-Espérance n'avait pas de luxe, mais il y avait de l'ordre et de l'affection. Les murs étaient écaillés, les matelas durs et les repas manquaient parfois, mais sœur Hélène faisait tout son possible pour offrir aux enfants un foyer où ils se sentaient en sécurité. Dès le moment où elle prit les jumelles dans ses bras ce matin-là, elle sut qu'elles n'étaient pas des filles comme les autres. Il y avait quelque chose dans leurs yeux, bien qu'elle ne pouvait à peine les ouvrir, qui lui serra la poitrine. Elle leur donna des noms simples et doux, Isabelle et Anne. Elle les éleva comme ses propres filles, avec patience et tendresse.
Elles dormaient dans des berceaux jumeaux, l'une à côté de l'autre. Isabelle était calme, observatrice, dormant avec le poing fermé contre sa poitrine. Anne, en revanche, pleurait pour tout, cherchant toujours la chaleur de sa sœur et ne supportait pas de rester seule, même une seconde. À mesure qu'elle grandissait, les différences entre elles devenaient plus évidentes. Isabelle était introspective, sensible, avec une facilité naturelle à écouter et apaiser les autres. Elle passait son temps assise en silence, regardant les vieux livres dans la bibliothèque de l'orphelinat, bien qu'elle ne comprît à peine ce qu'ils disaient. Anne, de son côté, était explosive, posait des questions sans fin, se mettait en colère facilement et défendait sa sœur de tout enfant qui l'embêtait, avec des griffes et des dents. Malgré leurs différences, elles étaient inséparables, toujours ensemble, toujours main dans la main, dormant dos à dos, mangeant dans le même plat quand elles le pouvaient. Si l'une tombait malade, l'autre ne dormait pas avant qu'elle ne guérisse. Sœur Hélène garda la note de Raymond dans une petite boîte en métal, avec une petite chaîne en argent que l'une des filles portait au cou. Elle ne leur dit pas la vérité, non pas parce qu'elle voulait mentir, mais parce qu'elle pensait qu'un jour, quand elle serait suffisamment forte, elle saurait ce qu'elle devait savoir. Les années passèrent, les filles eurent 6 ans, puis 8, puis 12. L'orphelinat devint leur seul monde. Elles savaient qu'elles n'avaient pas été adoptées comme les autres enfants, elles demandaient parfois et sœur Hélène répondait d'une voix douce, « C'est que vous êtes destinées à quelque chose de différent. » Lorsqu'elles eurent 17 ans, Anne commença à aider à l'imprimerie du quartier. Elle avait du talent pour écrire, organiser et se faire entendre. Isabelle, quant à elle, faisait du bénévolat à la petite clinique communautaire le week-end, elle aimait écouter les grands-mères, soigner les blessures, apporter de l'eau. Tout le monde dans la colonie les connaissait, elles étaient les jumelles de Sainte-Espérance. Un après-midi, alors qu'elle rangeait une boîte de vieilles affaires dans le dépôt de l'orphelinat, Isabelle trouva la petite boîte en métal. Elle était rouillée, couverte de poussière. Elle l'ouvrit et à l'intérieur, il y avait une lettre froissée, écrite d'une main maladroite, « Elle s'appelle Anne et Isabelle, leur mère s'appelait Camille. Prenez soin d'elle, s'il vous plaît. » Isabelle la lut en silence. Anne, qui arrangeait des couvertures, se tourna en voyant le visage de sa sœur. « Qu'est-ce que c'est ?» Isabelle ne répondit pas. Elle sortit aussi la chaîne en argent, avec un petit pendentif en forme de cœur. En l'ouvrant, elles trouvèrent quelque chose qu'elles n'avaient jamais imaginé, une vieille photo d'une jeune femme aux longs cheveux, aux yeux sombres et au sourire doux. Derrière, écrit à l'encre pâlie, « Je t'aimerai toujours », Anne ressentit une chaleur. Elle ressentait une douleur dans la poitrine. Serait-ce elle? Isabelle acquiesça sans rien dire. La sœur Hélène les trouva quelques minutes plus tard assises par terre, en silence. Elle sut immédiatement ce qui s'était passé. Elle s'assit avec elles et, pour la première fois, leur parla de l'aube où elles étaient arrivées, de la note et de comment elle les avait trouvées cette nuit-là. Cette nuit-là, elles ne dormirent pas. Anne resta fixée au plafond, la chaîne entre les doigts, tandis qu'Isabelle serrait la photo comme un trésor. Les pièces étaient là. Il ne restait plus qu'à les assembler. Des années auparavant, dans un manoir silencieux à l'ouest de la ville, Béatrice Sainte-Marie se servait un verre de vin avec la tranquillité de celle qui connaît déjà la vérité. Assise devant la fenêtre du salon, elle fumait lentement en observant Édouard d'un regard dur et froid. « Tu croyais vraiment que je ne savais pas ?» dit-elle sans élever la voix. « J'ai toujours su qu'il y en avait une autre, ce que je n'imaginais pas, c'est que tu avais des enfants avec elle. » Édouard baissa la tête. Il n'y avait pas d'excuse possible. La lettre anonyme que Béatrice avait reçue quelques jours avant, avec une copie de l'acte de décès de Camille Paredes et une note cruelle disant « Félicitations pour les filles de ton mari », avait explosé comme de la dynamite dans son foyer parfait. « Camille est morte en accouchant », murmura-t-il. « Les filles ne sont plus là. » Béatrice éteignit le cigare lentement. « Que leur as-tu fait ?» Le silence d'Édouard fut une confession. Béatrice ne cria pas, ne brisa rien. Elle se leva simplement et s'approcha de lui d'un pas ferme. « Tu vas les chercher, Édouard. Pas pour moi, pour toi. Parce qu'un jour, tu te réveilleras,
seul, entouré de tout ce que tu as construit, et ça ne te servira à rien. Cette nuit-là, Édouard s'enferma dans son bureau et lança discrètement une enquête. Il engagea un détective, paya des silences, utilisa ses contacts, mais il ne trouva rien. Les filles n'étaient pas enregistrées, il n'y avait ni acte d'adoption, ni trace dans les hôpitaux ou les institutions. C'était comme si elles avaient été englouties par la terre. Les mois passèrent. La santé de Béatrice commença à se détériorer, un cancer silencieux éteignait son regard. Elle mourut sans jamais les connaître, sans savoir si ses paroles avaient fait une différence. Édouard l'enterra dans un cimetière privé lors d'une cérémonie élégante mais vide. Il ne pleura pas en public, ne prononça aucun discours. Il resta simplement debout, les mains croisées, à regarder le cercueil descendre. Cette même nuit, en rentrant au manoir, il entra dans son bureau et ferma la porte. Il ouvrit le tiroir où il gardait la vieille photo de Camille, encore pliée, et s'assit devant comme si c'était une confession. Il alluma un cigare, bien qu'il n'ait pas fumé depuis l'université, et pensa à tout ce qu'il avait perdu, à ce qu'il n'avait jamais eu le courage d'affronter, à la facilité avec laquelle il avait effacé Camille de sa vie, et à l'impossibilité de l'oublier. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, dans la chambre partagée de l'orphelinat Sainte-Espérance, Anne et Isabelle ne pouvaient pas dormir. La petite boîte métallique reposait entre elles sur la couverture usée. La photo de Camille, la note en forme de cœur, tout cela avait ouvert un abîme de questions sans réponse. « Tu crois qu'elle est vivante ?» demanda Isabelle à voix basse. Anne secoua la tête en fixant le plafond. « Non, si elle était vivante, elle serait déjà venue nous chercher. » Isabelle serra doucement la chaîne et demanda « Et le père ?» Anne fit une grimace amère. « Soit il ne sait pas que nous existons, soit il le sait et il s'en fiche. » Le silence s'étira entre elles, lourd et inconfortable, comme si l'air lui-même leur disait qu'il était temps d'agir. Pour la première fois, elles avaient le sentiment d'avoir quelque chose au-delà de ces murs, une histoire, une origine, peut-être un visage qui ressemblait au leur. Cette nuit-là, tandis qu'Édouard décidait de ne pas continuer à chercher, Anne et Isabelle prenaient la décision de commencer à le faire. Sans permission, sans peur, sans attendre plus longtemps. Le jour se leva, nuageux, et dans l'orphelinat Sainte-Espérance, Esperanza respirait le même air de toujours, café avec du pain rassis, l'écho des pas de sœur Hélène et le murmure des enfants qui s'éveillaient. Mais dans la chambre d'Anne et d'Isabelle, tout était différent. Les jumelles étaient assises par terre, la boîte métallique ouverte devant elles, la photo de Camille toujours entre leurs mains. « On ne peut pas garder ça pour nous », dit Anne d'une voix ferme. « On doit savoir qui elle était, qui nous sommes. » Isabelle la regarda en silence. Elle avait toujours été plus prudente, plus timide, mais cette fois, quelque chose en elle brûlait aussi, quelque chose qu'elle ne pouvait plus garder pour elle. « Et si ce qu'on découvre ne nous plaît pas ?» demanda Anne. Isabelle haussait les épaules. « Le pire, c'est de vivre sans savoir. » Le cœur battant, elles enveloppèrent les objets dans un sac en tissu et sortirent de la chambre. Sœur Hélène les aperçut dans le couloir et sut que quelque chose s'était éveillé en elle. Elle ne les arrêta pas. Elles passèrent la journée à fouiller dans les vieux livres de l'orphelinat, à vérifier les noms des donateurs, des bénévoles, des gens qui étaient passés par là quand elles étaient bébés. Elles ne trouvèrent rien. L'après-midi, Anne eut une idée. Et si on cherchait sur Internet ? Elles empruntèrent le téléphone portable de Michel, une jeune bénévole qui les appréciait. Elles cherchèrent Camille Paredes, mais le nom était trop commun. Des centaines de résultats, des nouvelles anciennes, des réseaux sociaux fermés, rien de concret. Jusqu'à ce qu'Isabelle, sans faire exprès, écrive le nom complet figurant sur la note, Place Camille Paredes, Hôpital Plaz, Paris. Et là, il y avait une brève note dans un fichier d'archives numériques. Une jeune femme nommée Camille Paredes était décédée des suites de complications pendant l'accouchement de jumelles à l'hôpital général. Il n'y avait pas de photo, mais une date, mars 2007. Anne resta immobile. C'est elle. Isabelle hocha lentement la tête. Et le père ? Il n'y a rien, répondit Anne en serrant le téléphone.
Mais si maman est morte là, peut-être que quelqu'un se souvient, un employé, une infirmière, quelqu'un. Elles prirent une décision. Avec les quelques économies qu'elles avaient de leurs travaux bénévoles et les pièces qu'elles gardaient pour les urgences, elles achetèrent 2 billets de bus et une carte de métro. Elles allaient à l'hôpital. Elles ne le dirent à personne. Le lendemain, elles arrivèrent à l'hôpital général, les sacs à dos suspendus à leurs épaules, le cœur battant si fort qu'elles avaient les mains tremblantes. Le lieu était immense, chaotique, avec des gens qui entraient et sortaient, des infirmiers poussant des brancards, une odeur de désinfectant mêlée à celle de la sueur. Elles s'approchèrent d'une femme de ménage qu'elles jugèrent gentille. « Excusez-moi, vous travaillez ici en 2007 ?» La femme haussait les sourcils. « Ijol, oui, j'étais là. »« Pourquoi ?» Isabelle montra la photo. « Vous la reconnaissez ?» Elle s'appelait Camille. Elle est morte en accouchant de 2 filles. La femme examina la photo attentivement, puis fronça les sourcils. « Oui, oui, ça me dit quelque chose. Une toute jeune femme. Personne n'est venu la chercher, juste un homme. Ce n'était pas un membre de la famille. Il est venu, a signé des papiers et a emporté les bébés. Je ne l'ai jamais revu. » Anne avala difficilement sa salive. « Vous vous rappelez comment il s'appelait ?» La femme hésita, puis secoua la tête. « Non, mais il avait une voiture noire, très chère, avec un chauffeur. » Isabelle et Anne se regardèrent. « Il portait une cravate ?» demanda Anne. « Oui, je crois. » Anne sortit son téléphone et chercha l'image d'un homme d'affaires célèbre qu'elles avaient vu une fois dans un vieux magazine abandonné à l'orphelinat. Ce n'était pas lui, mais l'idée était lancée. Peut-être que maman n'était pas seule. Peut-être que le père était aussi venu. La femme sourit avec pitié. « Si c'était lui, il n'a pas beaucoup fait pour vous, hein ?» Anne serra les lèvres, Isabelle baissa les yeux. Le soir, de retour à l'orphelinat, elles ne parlèrent pas beaucoup, mais il n'y avait plus de retour en arrière. Elles avaient ouvert une porte, maintenant elles allaient la franchir ensemble. Le soleil tombait lentement entre les immeubles lorsqu'Anne et Isabelle descendirent du métro à la station de métro Châtelet. Elles n'étaient jamais venues dans cette partie de la ville. Tout leur semblait immense, bruyant, désordonné et brillant à la fois. Les gens marchaient vite, sans regarder personne, comme si tout le monde avait quelque chose de plus important à faire. « Et maintenant ?» demanda Isabelle, serrant son sac contre sa poitrine. Anne sortit un papier plié de sa poche. C'était l'adresse qu'une travailleuse sociale de l'hôpital leur avait donnée ce matin-là. Elle leur avait dit qu'elle connaissait une femme qui avait travaillé pendant des années comme employée domestique dans des maisons riches et qu'elle pourrait peut-être savoir quelque chose. Anne n'avait pas voulu se faire trop d'illusions, mais quelque chose dans sa poitrine lui disait qu'elles étaient proches de quelque chose d'important. « On doit prendre un bus. » Anne répondit qu'elle n'était pas si loin. Elles traversèrent des avenues, montèrent dans un microbus délabré et descendirent devant un vieil immeuble avec des murs sales et des escaliers rouillés. Elles montèrent au 3e étage et frappèrent à la porte du 3C. Une femme d'une 60aine d'années, avec les cheveux attachés et un chemisier décoloré, leur ouvrit. Ses yeux étaient fatigués mais attentifs. « Oui, vous êtes Claire ?» demanda Anne. « Qui demande ?» répondit la femme. « Nous venons de l'hôpital, nous aimerions vous poser une question au sujet d'une femme nommée Camille Paredes. » La femme fronça les sourcils, les observa de haut en bas, puis ouvrit un peu plus la porte. « Entrez. » L'appartement était petit mais propre, une table ronde avec une nappe en plastique, un ventilateur bruyant et, dans le coin, une Vierge de Guadalupe avec des bougies éteintes. Camille, oui, je me souviens d'elle, elle travaillait dans un café à Polanquais. Elle était douce, discrète, toujours avec des yeux tristes, dit Claire en versant de l'eau dans des verres inégaux. Un jour, elle est arrivée chez le patron en l'accompagnant. Je l'ai vue et j'ai su que ce n'était pas n'importe quelle jeune fille. Quel patron ? demanda Isabelle. Édouard Sainte-Marie, propriétaire d'une immense entreprise de construction, riche mais très froid. Je l'ai accompagné à de nombreuses réunions et j'ai vu des choses que je n'aurais pas dû voir.
Anne se pencha vers elle. Vous croyez que c'était lui le père? Claire soupira longuement. Je ne crois pas, je le sais. Camille a cessé de travailler après être tombée enceinte. Personne ne l'a revue. Un jour, le patron est arrivé furieux, criant après le chauffeur. Peu de temps après, j'ai tout su. Les jumelles restèrent silencieuses. Claire se leva et apporta une petite boîte. De là, elle sortit une vieille carte de visite avec le logo de Sainte-Marie Développement Immobilier. Voici l'adresse du bureau principal. Je ne sais pas s'il y va encore, mais c'est tout ce que j'ai. Anne prit la carte, ses mains tremblantes. C'était réel, avec un nom, une adresse, un logo. Ce n'était plus une supposition, c'était un chemin. Merci, vraiment, dit Isabelle d'une voix basse. Et maintenant, que ferez-vous? Demanda Claire. Anne regarda sa sœur. Nous allons y aller. Nous ne sommes pas venus jusqu'ici pour nous arrêter maintenant. Elles sortirent de l'appartement, la carte serrée entre leurs doigts. Dehors, le ciel se couvrait lentement, comme si le jour retenait aussi son souffle. Et s'il ne veut pas nous voir? Demanda Isabelle. Anne ne douta pas, il va devoir nous voir, au moins une fois. Elles marchèrent ensemble dans la rue, tandis que les premières gouttes de pluie tombaient. Elles n'avaient pas de parapluie, mais cela ne les dérangeait pas. Elles savaient qu'à la fin de ce chemin, il y avait un homme qui leur devait quelque chose, une vérité, une explication, un nom. Le lendemain matin, il faisait gris. Le ciel semblait annoncer que quelque chose allait se briser. Anne et Isabelle se réveillèrent tôt dans la chambre que Claire leur avait prêtée pour la nuit. Elles avaient à peine dormi. La carte de visite d'Édouard Sainte-Marie était sur la table, à côté des restes d'un pain dur qu'elles avaient partagé au dîner. Prête? Demanda Anne en enfilant sa veste. Je ne sais pas si je suis prête, mais allons-y quand même, répondit Isabelle en serrant le pendentif avec la photo de Camille contre sa poitrine. Elles prirent un bus qui les laissa à quelques rues du bâtiment de verre et d'acier où se trouvaient les bureaux principaux de Sainte-Marie Développement Immobilier. C'était une tour élégante avec une sécurité à l'entrée et des réceptionnistes vêtus de costumes sombres. Anne avala difficilement en le voyant. Et si on nous met dehors? On aura essayé. Nous ne sommes pas venus pour rester dehors. Elles entrèrent d'un pas ferme, bien que leur cœur battait fort. La réceptionniste les regarda avec méfiance à peine arrivées au comptoir. Vous avez un rendez-vous? Anne prit une grande inspiration. Non, mais nous devons voir monsieur Édouard Sainte-Marie. C'est une affaire personnelle. Monsieur Sainte-Marie ne reçoit pas sans rendez-vous. Si vous voulez, vous pouvez laisser vos coordonnées. C'est sa fille, interrompit Isabelle, la voix tremblante. Nous sommes ses filles. La réceptionniste ouvrit les yeux un instant, puis les observa en silence, hésitant à savoir si c'était une blague. Elle prit le téléphone un moment. Quelques minutes plus tard, un homme grand et chauve, vêtu d'un costume gris, sortit par la porte latérale. Il était évident qu'il avait de l'autorité. Il se présenta comme Thomas, l'assistant personnel de monsieur Sainte-Marie. Suivez-moi, s'il vous plaît. Elles montèrent en ascenseur jusqu'au dernier étage. Anne sentit que chaque numéro qui s'allumait était un pas vers quelque chose d'irréversible. Lorsque les portes s'ouvrirent, le sol en marbre brillait comme un miroir, les murs étaient décorés de photographies en noir et blanc de projets architecturaux, de prix et de réunions avec des figures politiques. Thomas les conduisit dans un immense bureau avec une vue panoramique sur la ville. Au centre, un bureau impeccable, derrière lequel, debout et silencieux, se trouvait Édouard Sainte-Marie. Il avait vieilli, ses cheveux étaient plus gris que sur les photos qu'Isabelle avait recherchées sur Internet. Il portait un costume sombre, le nœud de sa cravate légèrement défait. En les voyant entrer, son expression se figea. Il ne dit rien. Anne s'avança. Vous ne nous connaissez pas, mais nous, oui. Nous savons qui vous êtes, Édouard. Il ne bougea pas un muscle, seuls ses yeux étaient fixés sur le visage d'Isabelle. Moi, murmura-t-il, mais il n'eut pas le temps de finir la phrase. Isabelle fit un pas de plus,
sortit le pendentif et le posa sur le bureau. C'était à elle, à Camille. Édouard baissa lentement les yeux, prit le pendentif avec des doigts tremblants, l'ouvrit et, en voyant la photo, pâlit. L'image suivante fut confuse et rapide, Édouard fit un pas en avant, il chancela en arrière et tomba au sol sans dire un mot. Le bruit sourd de l'impact résonna dans le bureau. Il s'évanouit. Anne cria en courant vers lui. Thomas entra immédiatement et appela les urgences. Moins de 5 minutes plus tard, une infirmière de la tour arriva avec une trousse de secours. Édouard revint lentement à lui, les yeux brouillés. « C'est vous » murmura-t-il. Anne serra les lèvres. « Oui, celle que vous avez envoyée au fleuve. » Isabelle baissa la tête. Édouard ferma les yeux et, pour la première fois de sa vie, il ne savait pas quoi dire. Il ouvrit lentement les yeux. Le plafond blanc, les lumières du cabinet médical au 14e étage du bâtiment. Tout lui semblait flou. Il ressentait une légère brûlure à la tempe et son cœur battait encore trop vite. Il se redressa avec l'aide de Thomas, qui le regardait avec un mélange de préoccupation et de confusion. « Monsieur Sainte-Marie, voulez-vous que j'appelle votre médecin personnel ?» Il répondit sèchement. « Non, je vais bien. » Mais il ne l'était pas. Ce qu'il venait de voir ne pouvait être réel. C'était comme si le passé, celui qu'il avait tant lutté pour enterrer, s'était matérialisé devant lui sous la forme de 2 jeunes femmes aux yeux familiers. Très familiers, ceux de Camille. Édouard se leva et retourna dans son bureau. Anne et Isabelle étaient toujours là, debout, immobiles, les sacs à dos sur les épaules. Elles se regardaient entre elles avec nervosité. « Cela doit être un malentendu, » dit Édouard, reprenant le contrôle de sa voix. « Je ne sais pas qui vous a envoyé, je ne sais pas ce que vous cherchez, mais vous vous trompez. » Anne fit un pas en avant, le visage durci. « Nous ne nous trompons pas. Nous savons qui c'était, notre mère. Nous savons où elle est morte et nous savons qui l'a laissée seule. » Édouard serra les poings derrière le bureau. « Quelle preuve avez-vous? Une vieille photo? Un pendentif rouillé? Cela ne veut rien dire. » Isabelle, qui était restée silencieuse, sortit la lettre trouvée dans la boîte métallique et la posa soigneusement sur le bureau. Cette note a été écrite par quelqu'un qui savait ce qui s'est passé. Nos noms sont Anne et Isabelle. Notre mère s'appelait Camille. Elle est signée à la main. C'est la religieuse qui nous a élevés qui l'a trouvée. Édouard lut la lettre sans la toucher. Le papier jauni et froissé semblait être un fantôme devant lui. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous racontez ?» répéta-t-il d'une voix plus basse. « Et vous ?» demanda Anne, défiant. « Vous avez une idée de ce que vous avez fait ?» Silence. Thomas les observait gênés depuis la porte entr'ouverte. Édouard s'assit en expirant lentement, comme s'il contenait quelque chose depuis des siècles. « Vous ne pouvez pas arriver ici en exigeant des explications. Si vous voulez de l'argent, dites-le tout de suite. » Isabelle leva le visage, blessée. « Nous ne voulons pas votre argent. Nous voulons savoir pourquoi. » Édouard les regarda dans les yeux pour la première fois depuis qu'il était revenu à lui. Pendant un instant, il sembla hésiter. Il y avait quelque chose dans ses visages, quelque chose qui l'attirait, le ramenant à des nuits qu'il préférait oublier, à des rires cachés dans un café, à des promesses jamais dites. Elle commença à parler, mais s'arrêta. « Elle quoi ?» insista Anne. C'était une erreur. Les mots furent comme un coup. Isabelle fit un pas en arrière, comme si on lui avait enlevé l'air. Anne fronça les sourcils, les yeux remplis de rage contenue. « Alors nous aussi, nous le sommes, n'est-ce pas ?» Édouard ne répondit pas. « Ne vous inquiétez pas, monsieur Sainte-Marie, » dit Anne froidement. « Nous ne vous prendrons plus de temps. Nous voulions juste regarder dans les yeux l'homme qui nous a laissés dans la rue. » Et c'est fait. Isabelle prit la lettre, rangea le pendentif et, la voix brisée, murmura. « Nous partons. » Ils sortirent du bureau sans se retourner. Édouard resta seul sur son trône de verre et de marbre, les mots coincés dans sa gorge et un remords qui commençait à fissurer sa voix assurée.
Pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentit pas puissant. Il se sentit vide. Cette nuit-là, Édouard ne rentra pas chez lui. Il resta au bureau jusqu'à ce que le bâtiment soit plongé dans le silence. Il éteignit les lumières, baissa les stores et s'enferma dans son bureau comme un animal blessé. Il n'alluma pas l'ordinateur, ne répondit pas aux appels. Il resta là, dans l'obscurité, la lettre des jumelles sur le bureau et le pendentif entre ses doigts. Ce n'était pas un malentendu, ce n'était pas un piège. C'étaient elles, ses filles, et il les avait laissées. Quelques heures plus tard, Thomas frappa à la porte, entra sans dire un mot et posa une enveloppe scellée sur la table. « C'est le fils de Raymond, il m'a demandé de vous la remettre si un jour les filles apparaissaient. » Édouard leva les yeux. « Raymond ? » ?»« Oui, il a dit que vous comprendriez. » Édouard prit l'enveloppe lentement, l'ouvrit et trouva une lettre écrite à la main, avec une écriture épaisse et maladroite. Le papier était froissé, taché d'humidité. Il commença à lire. « Monsieur Sainte-Marie, vous m'avez donné un ordre cette nuit-là. Vous m'avez demandé de me débarrasser des filles, de les laisser là où personne ne pourrait les retrouver. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas eu le courage, je ne pouvais pas porter cela sur ma conscience. Je les ai emmenés à l'orphelinat Sainte-Espérance, j'ai laissé une note avec leur nom et celui de la mère. Je suis resté près d'elles pendant un certain temps, juste pour m'assurer qu'elles allaient bien, puis je me suis éloigné. Je ne vous ai jamais rien dit, je n'ai plus jamais regardé en arrière. Pardonnez-moi, mais ce que vous m'aviez demandé était trop. Si un jour elles reviennent et que vous osez les regarder en face, alors vous aurez fait plus que moi, car j'ai été lâche aussi, mais moins que vous. Raymond. » Édouard ferma les yeux, sentant que l'air de son bureau devenait plus lourd, plus sombre. Raymond était mort depuis des années. Il ne lui avait jamais rien dit, jamais l'affronté, il l'avait porté en silence. Et pourtant, il avait été plus homme que lui. Il se leva brusquement, se dirigea vers l'étagère et sortit une boîte en bois où il gardait des souvenirs anciens, des photos, des coupures, des papiers qu'il n'avait jamais voulu jeter. Il fouilla jusqu'à trouver une photo décolorée de Camille. Ils étaient ensemble sur une terrasse, elle riant, lui faisant semblant de tout prendre à la légère. Il la fixa longuement. « Que ai-je fait de toi ?» Pendant ce temps, Anne et Isabelle déambulaient sans but dans les rues du centre. Elles ne voulaient pas retourner à l'orphelinat. Non, elles avaient déjà dépensé le peu d'argent qu'elles avaient pour le billet de transport et maintenant, elles n'avaient plus que de la colère et de la déception. « Je ne sais pas ce que j'attendais, » dit Anne en mordillant sa lèvre. « Mais ça n'a pas suffi. »« Moi, si, » répondit Isabelle. « Un geste, un mot, quelque chose qui fasse moins mal. » Elles s'assirent sur un banc, entourées du bruit du trafic et des vendeurs ambulants. Personne ne les regardait, personne ne savait ce qu'elles venaient de traverser. Isabelle sortit le pendentif et l'ouvrit une nouvelle fois. Elle regarda la photo de Camille et caressa son visage du doigt. « Pourquoi es-tu partie » murmura Anne. Elle ne répondit pas, se contenta de s'approcher et de poser sa tête sur l'épaule de sa sœur. Dans un autre coin de la ville, Édouard était toujours assis dans l'obscurité, la lettre de Raymond dans une main, la photo de Camille dans l'autre. Pour la première fois, il comprit que le passé ne se enterrait pas. Il attend, et quand il revient, c'est pour rester. Le matin suivant, Édouard arriva au bureau avec sa chemise froissée et les yeux enfoncés. Il n'avait pas dormi, n'avait pas mangé, à peine réfléchi. Il se dirigea directement vers son bureau, ignorant les salutations du personnel, l'esprit fixé sur une seule chose, retrouver les filles. Pas par fierté, pas pour se justifier, mais parce qu'il ne pouvait plus vivre avec cette plaie béante. Il alluma son ordinateur et chercha le site de l'orphelinat Sainte-Espérance. Là, il trouva une page simple avec des photos des enfants, des installations et des activités communautaires. Sur l'une des images, il reconnut un visage, Isabelle, souriant, tenant la main d'une vieille dame. Sur une autre, Anne, entourée d'enfants et de livres, lisant avec les sourcils froncés. C'était elle,
vivant une vie qu'il n'avait jamais connue, construisant tout sans lui, sans son nom, sans son argent. Il serra les lèvres, ferma l'ordinateur. Thomas, dit-il en levant le téléphone. Je veux que tu me trouves l'adresse exacte de l'orphelinat Sainte-Espérance. Et discrètement. Quelques heures plus tard, une voiture noire se gara à quelques mètres de la grande porte verte de l'orphelinat. Édouard ne descendit pas, il observa depuis le siège arrière. Il vit les enfants jouer dans la cour, une religieuse arroser les plantes, Anne sortir par la porte principale avec un carnet à la main. Il la suivit du regard tandis qu'elle traversait la rue, saluait une vendeuse de tamales, puis s'asseyait sur le trottoir pour noter quelque chose. Son expression était sérieuse, concentrée, elle avait les mêmes yeux que Camille, la même posture, le même geste de froncer les lèvres lorsqu'elle réfléchissait. Quelques minutes plus tard, Isabelle sortit derrière elle, portant un sac de course. En la voyant, Anne leva les yeux et lui sourit. Isabelle s'approcha, elles s'assirent ensemble et commencèrent à parler. Elles riaient, se poussaient, s'embrassaient. Édouard baissa légèrement la vitre pour les écouter. Il ne comprenait pas les mots, mais il reconnaissait quelque chose, de l'amour, un lien fort, authentique, invincible, quelque chose qu'il ne leur avait jamais donné. Il sentit un nœud dans la gorge. Elle n'en avait pas besoin, elle ne l'avait jamais fait, mais lui, il en avait besoin maintenant. Il retourna à la voiture et demanda au chauffeur de s'éloigner. Durant les jours suivants, il revint plusieurs fois. Il observa Isabelle aider à la clinique voisine, soigner des écorchures, tenir la main d'une femme qui pleurait. Il vit Anne organiser une petite foire de livres d'occasion, accrocher des affiches faites à la main, discuter avec enthousiasme avec les voisins. Il restait dans la voiture, toujours de loin, toujours en silence. Un après-midi, en rentrant chez lui, il entra dans son bureau et sortit une feuille de papier vierge. Il commença à écrire à la main, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Anne, Isabelle, je ne sais pas si un jour vous me pardonnerez, je ne sais pas si vous voudrez m'écouter, mais je vous regarde et ce que je vois est plus que ce que je mérite. Je ne viens rien réclamer, seulement tout reconnaître. Il rangea la lettre, ne sachant pas quand ni comment il la remettrait, mais il savait qu'il devait commencer par là, par regarder avec d'autres yeux, par faire taire son orgueil et se rapprocher vraiment. Les jours passèrent sans qu'Anne et Isabelle ne sachent qu'elles étaient observées de loin. Elles continuaient leur routine à l'orphelinat, tentant de revenir à la normale, mais quelque chose avait changé. Les mots qu'Édouard avait dits dans son bureau ne s'effaçaient pas facilement. Nous étions une erreur, répéta Anne une nuit, allongée dans son lit, fixant le plafond. C'est ainsi qu'il nous a vus, ainsi qu'il nous voit encore. Isabelle ne répondit pas, elle tourna seulement son visage vers la fenêtre ouverte, laissant le vent lui caresser le visage. Elle gardait en silence une petite espérance, enterrée mais vivante. Un après-midi, alors qu'elle revenait d'une activité à la bibliothèque communautaire, une femme les intercepta à l'entrée de l'orphelinat. C'était la réceptionniste de l'entreprise Sainte-Marie. Elle tenait une enveloppe blanche dans la main. « Ceci est pour vous, dit-elle en la remettant à Isabelle. Monsieur Sainte-Marie m'a dit que si vous ne vouliez pas l'ouvrir, il comprendrait. » La femme s'éloigna sans ajouter un mot. Anne arracha l'enveloppe des mains de sa sœur et l'ouvrit précipitamment. À l'intérieur, il y avait une carte manuscrite, écrite d'une main ferme mais tremblante. « Je vous dois plus que ce que je peux dire dans une lettre, mais j'aimerais vous voir, vous écouter, même si ce n'est que pour un repas, pas pour me justifier, juste pour essayer de commencer quelque chose de différent. Si vous le souhaitez, je serai au Café Central ce jeudi à 19h. J'irai seul. Édouard. » Isabelle resta silencieuse. Anne fronça les sourcils. Que veut-il? Se racheter? Que l'on lui pardonne lors d'un dîner avec dessert? Je ne sais pas, murmura Isabelle, mais je veux l'écouter, après tout, pas pour lui, pour nous. Je dois comprendre. Anne croisa les bras, mais finit par acquiescer. Le jeudi arriva avec un ciel dégagé. Elles s'habillèrent simplement, mais proprement, et prirent le métro en direction du café. Isabelle n'arrêtait pas de serrer le pendentif de Camille dans sa main.
Anne marchait les bras croisés, comme si elle se protégeait d'une tempête invisible. Elles arrivèrent sur place quelques minutes avant. Édouard était déjà là, à une table au fond, seul, sans escorte, sans téléphone, la chemise retroussée et les yeux éteints. Lorsqu'il les vit, il se leva lentement. « Merci d'être venu, dit-il d'une voix douce. Personne ne répondit. Elles s'assirent en face de lui. Le serveur arriva, mais personne ne commanda rien. Au début, il n'y eut que le silence. « Je ne veux pas défendre ce que j'ai fait, » commença Édouard, car cela n'a pas de défense. Je veux juste vous raconter comment cela s'est passé, et puis. Vous pouvez me dire ce que vous voulez entendre, vous ai-je parlé de Camille, de comment nous nous sommes rencontrés, de sa peur, de la pression de Béatrice, de l'ordre donné par Raymond, tout cela sans pause, sans fioriture. Isabelle écoutait, les larmes contenues, Anne serrait les dents. Lorsqu'il eut terminé, le silence revint à la table jusqu'à ce qu'Anne parle. « Et qu'attends-tu maintenant ? Une absolution ? » « Je n'attends rien, » répondit Édouard. « Je voulais juste qu'on m'écoute et qu'on sache que, depuis que je vous ai vu, je n'ai pas cessé de penser à ce que j'ai perdu. » Alors, sans avertissement, Anne devint pâle, ferma les yeux, porta une main à sa poitrine et vacilla. « Anne !» cria Isabelle. Anne s'effondra près de la chaise, le café se remplit de cris. Édouard se jeta au sol, désespéré. Isabelle tenait la tête de sa sœur, ne sachant quoi faire. « Appelez une ambulance !» cria Édouard, la voix brisée, dans le chaos, tandis que les sirènes se rapprochaient. Édouard sentit pour la première fois de sa vie la peur la plus pure et la plus cruelle, celle de perdre quelque chose qu'il commençait à peine à connaître. Le couloir de l'hôpital sentait le chlore et le café réchauffé. Isabelle marchait de long en large sans s'arrêter, son visage pâle, les yeux gonflés de tant de larmes. Chaque fois qu'une infirmière passait par la porte double des urgences, elle courait, l'espoir de recevoir des nouvelles de sa sœur. Édouard était assis en silence, les coudes sur les genoux, la tête entre les mains. Il ne savait quoi faire, il ne savait pas comment consoler, il ne savait même pas comment respirer. Il se souvenait juste du moment exact où il avait vu Anne s'effondrer, du bruit sourd de son corps frappant le sol, du cri d'Isabelle, de l'impuissance. Un jeune médecin portant des lunettes et un visage aimable sortit enfin par la porte. Isabelle s'approcha immédiatement. « Comment va ma sœur ? Que lui arrive-t-il » Le médecin consulta son tableau. « Elle est stable pour l'instant, mais nous devons lui faire d'autres examens. Mademoiselle Anne présente des signes d'insuffisance hépatique aiguë. Il est probable qu'elle ait besoin d'une greffe de foie. » Isabelle porta sa main à sa bouche. « Une greffe ? Oui, son foie est défaillant. Nous allons essayer de la stabiliser, mais si nous ne trouvons pas un donneur compatible à temps. » Le médecin baissa la voix. Les choses pourraient se compliquer très rapidement. Isabelle recula d'un pas. Édouard se leva, pâle. « Je peux faire les tests ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Je veux savoir si je suis compatible. » Le médecin le regarda avec surprise. « Êtes-vous un membre de la famille directe ?» Édouard hésita un instant. « Je suis son père. » Le médecin acquiesça et l'emmena immédiatement pour commencer les analyses. Isabelle resta seule, assise dans le couloir, le regard perdu. Tout allait trop vite, la rencontre, la confession, la chute, le mot « greffe ». Des heures plus tard, Édouard revint avec un pansement au bras et le visage tendu. « Je suis compatible. » Isabelle se leva d'un coup. « Vraiment ?» Édouard acquiesça. « Ils feront d'autres tests pour confirmer, mais en préliminaire, oui. »« Tu vas le faire ?» ?»« Bien sûr que oui. » Isabelle le regarda en silence pendant quelques secondes, puis se rasseyait, incapable d'ordonner ce qu'elle ressentait. À ses côtés, Édouard s'affaissa dans le fauteuil. « Quand Camille est morte, je pensais que je pouvais tout enterrer, que l'argent, la distance, le silence me permettraient de continuer. Mais je me suis trompé, dit-il doucement. Je n'ai jamais eu aussi peur qu'aujourd'hui.
Isabelle l'écouta sans interrompre. « Pourquoi es-tu venu au café ?» demanda-t-elle après un moment. « Parce que j'en ai assez de me cacher. Parce que je ne peux plus vivre sans savoir si vous allez bien. » Isabelle baissa les yeux. « Anne ne va pas te pardonner facilement. Je ne m'attends pas à ce qu'elle me pardonne, juste qu'elle vive. » Quelques jours plus tard, l'opération eut lieu. Elle fut longue, délicate, mais réussie. Le foie d'Édouard était compatible et les médecins réussirent à transplanter une partie de l'organe sans complications. Anne passa plusieurs jours en soins intensifs, mais peu à peu, elle se réveilla. La première fois qu'elle ouvrit les yeux, la première chose qu'elle vit fut Isabelle assise à ses côtés, la main serrant la sienne. La deuxième chose fut Édouard, au fond de la chambre, les yeux pleins de larmes, sans oser s'approcher. Anne le regarda fixement. Elle ne dit rien, ne l'appela pas, mais ne le repoussa pas non plus. Et pour Édouard, cela était déjà un début. Les jours à l'hôpital passèrent lentement, presque suspendus. Anne se remettait avec détermination, bien que son corps soit encore faible. Isabelle la soignait avec patience, lui peignant les cheveux, l'aidant à s'asseoir, lui racontant des choses. Pour la distraire, Édouard la visitait chaque jour, mais il gardait toujours ses distances. Il demandait d'abord à Isabelle s'il pouvait entrer, parfois Anne répondait non, mais peu à peu quelque chose dans l'air commença à changer. Un après-midi, alors qu'Anne buvait de l'eau, Édouard s'approcha avec une petite boîte dans les mains. Il la posa sur la table sans dire un mot. « Et ça ?» demanda Anne sans le regarder. « C'est un carnet. Il appartenait à ta mère, je l'ai trouvé récemment dans une boîte cachée depuis des années. » Anne hésita puis l'ouvrit lentement. À l'intérieur, des lettres douces et des dessins faits à la main remplissaient les pages, des pensées, des phrases isolées, des mélodies, et sur la première feuille un message écrit à l'encre bleue, « Si un jour mes filles lisent ceci, je veux qu'elles sachent que je les ai rêvées bien avant de les avoir, que je les ai aimées depuis toujours, même avant qu'elles n'existent. » Les yeux d'Anne se remplirent de larmes. Elle ferma le carnet et le serra contre sa poitrine. « Merci » furent les premiers mots qu'elle dit à Édouard, sans rancune. Après cela, les choses commencèrent à s'écouler sans précipitation, sans promesse, mais avec une présence. Édouard n'était plus seulement un homme ni une ombre du passé, il était quelqu'un qui était là, silencieux, maladroit, mais constant. Lorsqu'Anne fut autorisée à sortir de l'hôpital, ils décidèrent de ne pas retourner immédiatement à l'orphelinat. Isabelle avait obtenu une bourse pour étudier les soins infirmiers à l'université publique, et Anne, avec l'aide d'une fondation locale, fut invitée à participer à un petit programme de radio où elle pouvait écrire et parler de sujets sociaux. Édouard, pour sa part, commença à faire des changements réels. Il vendit une partie de sa participation dans l'entreprise et déménagea dans un appartement plus modeste à Coyoacán, près du quartier où vivaient les jumelles. Pour la première fois de sa vie, il marchait dans des rues sans escorte, faisait ses propres courses et apprenait à cuisiner avec des vidéos sur Internet. « Je n'aurais jamais imaginé te voir comme ça, » dit Isabelle un jour alors qu'il luttait avec une casserole de riz. « Moi non plus, » répondit-il, riant pour la première fois depuis longtemps. Un dimanche après-midi, les trois visitèrent le cimetière où Camille était enterrée. Il apportait des fleurs blanches et le carnet qu'Anne ne quittait plus depuis sa sortie de l'hôpital. Ils s'assirent en face de la tombe, personne ne parla pendant plusieurs minutes. « Désolé, Camille, » dit finalement Édouard. « Pour tout, pour ne pas avoir été là, pour ne pas m'être battu, pour ne pas t'avoir regardé dans les yeux quand tu en avais le plus besoin. » Isabelle plaça une fleur entre les mains de la statue qui marquait la tombe. Anne ouvrit le carnet et y plaça une nouvelle feuille écrite de sa main avec des lettres claires, « Nous t'avons retrouvé, maman. Pas comme tu l'avais rêvé, mais ensemble. » En sortant du cimetière, le ciel s'était dégagé. Isabelle prit le bras d'Édouard sans y penser, Anne marcha à côté de lui sans le toucher mais sans s'éloigner. Ils n'étaient pas une famille traditionnelle ni une histoire parfaite, mais ils étaient nés à nouveau, chacun depuis sa propre douleur, et maintenant ils marchaient ensemble. Le soleil était bas lorsqu'ils arrivèrent au vieux pont en bois, le même endroit où, 18 ans auparavant, un homme effrayé et lâche avait voulu effacer son passé, mais ne l'avait pas fait. Et grâce à cela,
ils étaient là. Édouard descendit de la voiture lentement, portant un sac en toile à la main. Anne et Isabelle le suivirent en silence, chacune portant son propre fardeau de souvenirs. Autour d'eux, les arbres se balançaient avec le vent, et l'eau de la rivière coulait tranquillement, comme si elle ne se souvenait plus de l'horreur qui avait failli s'y produire. « C'est ici ?» demanda Anne. « Oui », répondit Édouard. « C'est ici que j'ai demandé à Raymond de vous laisser. » Personne ne dit rien. Édouard sortit de son sac 3 fleurs blanches et en donna une à chacune d'elles. « Raymond n'a pas obéi, il vous a sauvé. »« Et toi, tu es en train de commencer à le faire, » dit Anne, sans dureté mais sans douceur. Isabelle regardait l'eau. « Parfois, je pense à comment tout aurait été si tu avais fait ce qu'il fallait depuis le début. »« Au début, je pense la même chose tous les jours, » admit Édouard. « Mais je ne peux pas changer le passé, je ne peux être qu'ici, maintenant. » Il s'approcha du bord de l'eau, prit une profonde inspiration et jeta sa fleur dans le fleuve. Isabelle fit de même. La fleur flottait quelques secondes avant de commencer à s'éloigner, emportée par le courant. Anne, en revanche, garda la sienne un peu plus longtemps. « Je ne te pardonne pas, dit-elle en regardant l'eau. Pas encore, mais j'apprends à ne pas te haïr. » Puis elle lâcha la fleur et la regarda rejoindre les deux autres, s'éloignant ensemble. Un silence s'installa entre eux, mais il était différent. Il n'y avait pas de tension ni de culpabilité oppressante, seulement une pause sincère, un moment nécessaire. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda Isabelle, s'asseyant sur une pierre près de l'eau. Édouard s'assit à ses côtés avec effort, Anne resta debout, les bras croisés. « On vit, dit-il. Je n'ai pas toutes les réponses, mais je veux les connaître, les écouter, être présent, si vous me le permettez. » Anne le regarda du coin de l'œil sans répondre. « Je veux essayer, dit Isabelle. Pas comme si rien ne s'était passé, parce que ça s'est passé, mais ceci aussi est réel. » Édouard sourit légèrement. Ce n'était pas un geste de triomphe, mais de soulagement. « Alors commençons par là. » Anne s'assit finalement sans dire un mot. Le fleuve continuait de couler, celui qui les avait presque éloignés pour toujours. Maintenant, il était témoin d'un nouveau commencement, pas un happy end de film, ni une rédemption totale, mais un pas en avant. Édouard sortit de sa poche une petite boîte. À l'intérieur, il y avait un bracelet pour chacune d'elles. Pas en or, ni avec des diamants, juste du fil rouge tissé à la main, avec un petit pendentif en argent en forme de cercle. Je les ai fait faire par une dame au marché. Ce n'est pas cher, mais c'est pour vous. Isabelle prit le sien avec un sourire doux. Anne regarda le sien, hésita, et finalement le mit dans sa poche sans le mettre. Pas encore. Le soleil commença à se cacher derrière les arbres. Ils se levèrent tous les trois. Édouard passa son bras autour des épaules d'Isabelle, et pendant un moment, Anne ne s'éloigna pas. Ils marchèrent ensemble sur le sentier de terre, en retournant à la voiture. Le fleuve restait derrière eux, devant eux quelque chose de nouveau, et entre eux, quelque chose de fragile mais possible. La famille. Si cette histoire t'a touché le cœur autant qu'à nous quand nous l'avons racontée, n'hésite pas à laisser ton commentaire. Que ferais-tu à la place d'Anne ou d'Isabelle ? Penses-tu que tout le monde mérite une deuxième chance, même après une erreur aussi grave ? Ton avis est très précieux pour nous et pour cette communauté qui grandit grâce à des récits comme celui-ci. Donne un like si cela t'a ému et partage-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre une histoire de pardon, de vérité et de reconstruction. Si tu aimes ce genre d'histoire réelle, profonde et pleine d'émotions, nous t'invitons à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. Chaque semaine, nous apportons de nouvelles narrations qui explorent les liens les plus puissants de l'être humain. Et dis-nous dans les commentaires depuis quel pays tu regardes cette vidéo. Nous adorons savoir jusqu'où nos histoires parviennent.